Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, parrainage pour tous. L'opposition déterminée à faire reculer le président de la République. Macky Sall, soutenu par son ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, fait dans la menace. La société civile tente de calmer le jeu, mais pose ses conditions pour réussir sa médiation. Elle veut obtenir du chef de l'État le report de la date de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale. À Mbour, une fillette de 5 ans échappe de peu à un rapt. Ces cris ont alerté les habitants du quartier Médine qui n'en reviennent toujours pas. Religion, la communauté mouride célèbre ce vendredi le Magal de Kazu Rajab, la naissance du deuxième khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké. L'événement mobilise de nombreux fidèles à Touba. L'autre grand événement religieux, c'est bien sûr la 138e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Elle démarre à partir de ce lundi à Cambérène, Yoff et Ngor. Nous ferons le point dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la TFM. On en sait un peu plus sur les détails de l'audience que le président de la République a accordée à la société civile concernant le parrainage. Une société civile qui offre sa médiation mais pose ses conditions également. Il s'agit du report de la date de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale. La date est initialement prévue ce 19 avril. Elle va également mettre en place une commission chargée de réfléchir sur les modalités de ce parrainage. Paparanying Younous Diata. Soucieuse de la tension ambiante qui couvre et qui menace la paix sociale, avec le projet de loi sur le parrainage, la société civile sénégalaise, au sortir de la rencontre avec le président de la République, est très optimiste pour une issue heureuse. D'aller vers un processus électoral apaisé quand on sait cette controverse autour du parrainage. Nous avons formulé vraiment notre réflexion à l'endroit du président de la République, notre position sur la question. Il s'est montré très ouvert au dialogue et nous espérons également rencontrer l'ensemble des parties prenantes du processus électoral, surtout l'opposition, pour parvenir à une solution apaisée à cette situation-là. Nous avons rencontré le président de la République après avoir rencontré le président Moustapha Niasse, parce qu'aujourd'hui les textes sont au niveau de l'Assemblée. Nous l'avons rencontré, nous n'avons pas obtenu tout ce qu'on voulait. Et il a fait un pas en acceptant de nous donner la possibilité de faire la médiation en mettant en place une commission de réflexion pour pouvoir lui faire des propositions. Mais la condition sine qua non posée par la société civile est le report de la date de l'examen de loi. Donc demander que pour pouvoir réussir cette médiation, c'est de reporter l'examen de la loi, de la révision constitutionnelle, pour nous permettre qu'en allant vers les acteurs politiques, leur dire au moins on a eu le report, négocions, pour que ensemble que nous puissions trouver des solutions. Valdiodio Ndiaye et Moundiaye Cissé exhortent les deux parties à lâcher du lest pour faciliter la médiation. La position dit retrait pur et simple de la loi. Le président dit, la majorité dit, oui, ils veulent le parrainage, ils peuvent discuter des modalités. Les autres disent non, pas de discussion. Ce ne sera pas aisé de réussir une telle mission, mais quand même, nous ne pouvions pas ne pas l'essayer. Et nous n'allons mélanger aucun effort pour réussir cette mission, parce qu'il y va de la stabilité de ce pays. Avec ce délai très court pour l'examen de la loi sur le système de parrainage, la société civile aura-t-elle du temps pour trouver une solution concertée? En tout cas, le président Sall est déterminé à aller jusqu'au bout, même s'il reste ouvert au dialogue. Il a dit à la société civile qu'il a reçu hier, une société civile qui, malgré la tension, reste optimiste. Nous écoutons Doudou Sarr, interrogé par Ibou Diouf. Il avait été convenu à l'issue de la réunion de ne pas nous adresser à la presse avant d'avoir débriefé et avant d'avoir surtout évalué ensemble le contenu de la réunion. Tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que le président de la République et le gouvernement sont dans de très bonnes dispositions. L'opposition que nous avions vue l'avant-veille, elle aussi est dans de bonnes dispositions.
La restauration d'un climat de confiance ne peut être que la conséquence des mesures de restauration. Une fois que ces mesures de restauration de la confiance seront prises, le climat de confiance sera restauré. Oui, le degré d'antagonisme résulte du manque d'échanges. Une fois que les échanges ont lieu, les malentendus sont levés. Donc la principale source, c'est le fait qu'ils ne s'asseyent pas et qu'ils n'échangent pas. Le PDS relève un paradoxe dans la déclaration du président Macky Sall, le chef de l'État, qui est déterminé à aller jusqu'au bout, même si aussi il dit être ouvert au dialogue. C'est le sentiment du président national de la Fédération des cadres libéraux. Pour le docteur Cheikh Seck, seul le rapport de force pourra faire reculer le président Macky Sall. Nous l'écoutons toujours au micro de Ibou Diouf et Diafaraba. Mais le président ne veut pas dialoguer. Il dit lui-même, il l'a déclaré hier, qu'il ne reviendra pas sur le parrainage et sur la révision de la Constitution. Lui-même l'a dit. Dialoguer autour de quoi? Nous avions posé des points de dialogue au niveau de l'IED et aujourd'hui au niveau du Front démocratique et social, qui tourne autour de 8 points et qui concerne principalement le processus électoral dans son ensemble. Et je pense que si le président veut dialoguer, il devra dialoguer autour du processus électoral dans son ensemble pour qu'on puisse trouver un consensus large avant d'aller aux élections. Mais s'il veut faire le forcing, nous allons faire barrage et nous allons l'affronter pour que cette forfaiture ne puisse pas passer. Mais vous savez que nous, en tant que PDS et en tant que démocrates de ce pays, nous sommes habitués à nous battre pour la démocratie, pour les libertés individuelles et les libertés. Mame Mbaye Niang persiste et signe le projet de loi instaurant le système de parrainage va passer à l'Assemblée nationale et que le pouvoir va faire face à l'opposition qu'il met en garde contre toute tentative d'installer le chaos dans le pays. Le ministre du Tourisme, par ailleurs secrétaire national chargé des jeunes de l'APR, faisait face à la presse ce matin à la Sanbar. Pas la peine d'avertir le président de l'APR, président de la République, pour tenir sa déclaration. Une initiative personnelle, Mame Mbaye Niang avertit l'opposition. Ils feront face et le parrainage sera maintenu. Il ne se passera absolument rien dans ce pays. Le parrainage sera maintenu. Ils nous taxent de dictateurs archi-faux. Nous prenons le peuple sénégalais à témoin. Ils ont tous refusé de participer au dialogue national. Il n'est pas question de laisser installer le chaos dans le pays. Le jeune républicain rassure le peuple. Il ne se passera rien. Non, nous ne céderons pas. Nous ne céderons pas. Ils ne sont pas plus déterminés que nous, encore une fois. Nous, on a eu à le prouver 4 à 5 fois de suite. À chaque fois qu'ils se sont levés pour dire qu'ils vont semer le chaos, des réponses appropriées ont été apportées de façon courtoise. On n'insulte personne. À Y en a marre, Mame Mbaye Niang répond ceci. Ils parlent au nom de qui? Ils sont mandatés par qui? Ils ont la confiance de qui? Je n'ai pas votre perception. Même chez nous, il y a des gens qui pensent que c'est le moment de dire qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont voulu telle chose ou telle chose. Nous assumons ça et nous intégrons tous ces paramètres. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à nos compatriotes et particulièrement à la jeunesse de ce pays pour leur demander des droits. Trop, c'est trop, estime le responsable de l'Alliance pour la République. Mame Mbaye Niang est d'avis qu'ils ont trop laissé le champ libre à l'opposition et leur est venu de faire face. C'est l'un des principaux titres de cette édition, tentative d'enlèvement d'une fillette âgée de 5 ans ce matin au quartier Médine de Mbour. La petite a été sauvée par des cris qui ont attiré l'attention d'une passante aux alentours d'une maison en chantier. Le malfaiteur a pris la fuite, mais c'est toujours l'inquiétude dans ce quartier périphérique. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. L'affaire a eu lieu ce matin vers 9 h au quartier Médine de Mbour. La victime, une fille de 5 ans. Elle explique cette tentative d'enlèvement.
Elle a été sauvée par une femme qui a entendu des cris dans une maison en construction. Le malfaiteur a pris la fuite et c'est l'inquiétude dans sa famille. On m'a réveillé en me disant qu'il y a quelqu'un qui a kidnappé ma nièce. La fille, elle a été sauvée par une femme qui passait juste à côté et qui a entendu des cris. Et malheureusement, on n'a pas pu rattraper le gars. Je vous assure que c'est pas la première fois dans ce quartier. Médine, un quartier périphérique de Mbour. Ici, les populations n'arrêtent pas de dénoncer l'insécurité dans la localité. Personne ne s'occupe de nous. Il n'y a pas de sécurité. Nous n'avons pas de lampadaires. Nous qui sommes des personnes âgées, nous avons même peur de sortir pour aller à la mosquée. Si toutefois les hommes politiques y viennent, nous allons les foutre dehors. La déclaration des enfants à la naissance reste un grand défi à relever au Sénégal. En attendant, beaucoup de ces enfants sont parfois exclus à l'école faute d'état civil. Des experts tentent d'y remédier à travers un panel organisé ce matin à Dakar. Fatou Bintou Konté, Pape Sango Nembaye. La question de la régularité de l'état civil demeure un problème récurrent au Sénégal. Près de 548 000 élèves n'ont pas eu d'acte d'état civil l'année dernière dans ce pays, donc pas d'existence légale. Par exemple, 1000 enfants élèves n'ont pas été déclarés au Sénégal. Mais permettez-moi de vous dire que la problématique de l'état civil est un problème universel dont les difficultés ne se trouvent pas uniquement au Sénégal. Même s'il constitue un droit fondamental, l'enregistrement des enfants à la naissance bute sur des poches de résistance, surtout en milieu rural. L'État du Sénégal en est conscient. C'est ce qui justifie la batterie de mesures prises ces dernières années pour permettre l'enregistrement des enfants à la naissance. Plusieurs actions d'information et de sensibilisation sont menées à l'endroit des populations en partenariat avec les organisations de l'état civil. Et ces actions nous ont permis dans une certaine mesure de constater que souvent l'absence de déclaration ou la non-déclaration des enfants à la naissance n'est pas liée uniquement à la disponibilité des services, mais parfois un problème de comportement, mais également de méconnaissance de son importance, de son utilité. D'ailleurs, Ndioro Ndiaye estime que le Sénégal est en deçà de tout ce qui est réglementaire quant à l'enregistrement des enfants à la naissance. En deçà de tout ce qui est réglementaire pour que nos enfants et les femmes, en milieu rural comme en milieu urbain, accèdent à une citoyenneté dont ils ont droit. Je veux dire qu'un enfant ou une femme qui n'a pas d'état civil convenable, c'est un enfant ou une femme qui n'a aucun droit. L'absence d'état civil, un mécanisme absolu d'exclusion sociale, même si l'État du Sénégal essaie d'y faire face, le phénomène est toujours présent. À Ziguinchor, plusieurs élèves déficients auditifs sont retirés du système éducatif traditionnel pour suivre un programme beaucoup plus adapté à leur handicap. C'est grâce à la coopération française qui les suit dans 5 collèges de la commune. Nous écoutons le chargé du programme. Il s'appelle Insa Mané, interrogé par nos correspondants sur place, Boubacar Diassi, Lamine Magnan. C'est des projets qui intervenaient seulement au niveau du primaire et qui accompagnaient tous les enfants sans distinction en situation de handicap. Aujourd'hui, le CPP AFD, ce projet qui nous réunit aujourd'hui, prend en compte justement ces besoins qui étaient exprimés. C'est la consolidation de ce dispositif pilote-là. Le dispositif pilote, des enfants qui ont une déficience auditive sévère, qui n'entendent pas, qui sont scolarisés en milieu ordinaire dans une classe avec d'autres catégories d'enfants ayant des déficiences, mais aussi des enfants qui n'ont pas de déficience et qui sont aidés par un auxiliaire de vie scolaire. Alors aujourd'hui, l'un des axes fondamentaux de ce projet-là, c'est d'étendre et de consolider ce dispositif pilote-là. Il était testé à Dakar dans le cadre du projet Appel. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a étendu cette expérimentation au niveau de Ziguinchor. Depuis quelques années, nous accompagnons des enfants dans le cycle primaire. Mais lorsque les enfants, après l'entrée en 6e, les enfants ne sont plus suivis parce que la zone d'intervention était sériée et bien spécifiée. Donc on n'intervenait qu'au niveau de l'élémentaire. Aujourd'hui, avec le CPP AFD, on va
intervenir au secondaire. Pourquoi? On va permettre justement à tous ces enfants qui passent au collège et qui n'avaient rien, qui ne trouvaient rien au niveau du dispositif scolaire pour leur permettre de poursuivre leur scolarisation, vont avoir cette opportunité-là à travers 5 collèges qui vont être choisis et qui vont accueillir ces enfants-là en inclusion. Le village de Keur Sambou, dans le département de Louga, confronté à une pénurie d'eau. La localité dépend maintenant du forage d'un village voisin qui l'indispose. Du coup, les populations sont obligées de recourir à l'eau de pluie avec les risques sanitaires Tchernofal. À quelques kilomètres de Louga, dans la commune de Ngensar, se situe le village de Keur Sambou. Ici, depuis quelques mois, les populations sont confrontées à un manque d'eau terrible. Les femmes passent tout leur temps à la recherche du liquide précieux. Elles passent tout leur temps derrière les puits pour chercher de l'eau. Ou bien elles font presque 2 km ou bien 1 km pour aller au niveau de Kermoudekhari pour avoir de l'eau. Au niveau de l'école aussi, il n'y a pas de l'eau, les élèves passent tout leur temps dans les maisons pour chercher de l'eau. En effet, la localité s'approvisionne en eau potable depuis le forage de Bangach Samb ainsi que d'autres villages situés dans la zone. Cependant, on constate que depuis presque 1 an, à Keur Sambou, l'alimentation ne se fait plus correctement, d'où l'inquiétude des villageois. On constate que dans les villages environnants, tous les villages ont de l'eau, mais ici à Keur Sambou, le village n'a pas d'eau. Donc c'est une situation à déplorer. Donc nous appelons aux autorités compétentes à résoudre cette situation dans les plus brefs délais, Inch'Allah. Les populations de Keur Sambou qui ne savent plus à quel sein se vouer pour trouver de l'eau lancent un appel aux autorités à qui elles demandent de l'aide. Vraiment, nous appelons les autorités, le maire de Ngensar et le gouverneur et le préfet de venir aider la population de Keur Sambou qui est très fatiguée. Le village de Keur Sambou est une localité située dans la commune de Ngensar, dans l'arrondissement de Sakal, département de Louga. Situation presque identique à Mbambara, c'est un village situé dans la commune de Gagnol, région de Saint-Louis. Une seule borne fontaine pour, tenez-vous bien, 3000 habitants. Sur l'école du quartier ne disposant pas suffisamment de salles de classe, les élèves quittent cet établissement. Un taux d'abandon scolaire devenu de plus en plus élevé. Nous suivons les explications du président de l'association pour le développement de Mbambara. Il s'appelle Cherouba, interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. Nous souhaitons du gouvernement sénégalais le reprofilage de l'axe Buntundur-Djenlembambara, la création d'un poste ou d'une case de santé, l'adduction d'eau dans les différentes concessions du village, l'éclairage, je ne parle pas de l'éclairage, mais de l'électrification du village, pour l'électrification des concessions. Notre problème principal, c'est la salinisation du bras du fleuve, du fait des barrages de Diama et Manantali et de la brèche ouverte sur le Gandiol. L'activité de la pêche a disparu. Nos populations immigrent vers la Mauritanie, la Guinée-Bissau, les îles du Cap-Vert et le continent européen. Mais ils reviennent pour faire des constructions. Toutes les constructions que vous voyez ici sont le fait de nos immigrés. Donc, nous tendons la main à l'État du Sénégal pour favoriser le développement de ce village. Encombrement du boulevard Maurice Gueye, c'est à Rufisque, les riverains ruent dans les brancards. Les autorités locales n'arrivent toujours pas à débarrasser ce site de ses occupants illégaux. Un véritable problème pour les populations qui le dénoncent vigoureusement. Ousseynou Thiam, Bambay Sambo. Après les nombreuses complaintes des populations de Rufisque, le boulevard Maurice Gueye reste toujours envahi par ses occupants illégaux. Un éternel encombrement qui continue d'agacer riverains et habitants de la vieille ville. Depuis un certain temps, nous avons vu l'encombrement au niveau de notre boulevard avec les calèches, les vendeurs de poissons et disons ceux qui vendent aussi au niveau des trottoirs. Donc avec les ambulants, on vit une situation extrêmement difficile. Les odeurs, les moustiques, les mouches,
effectivement, même au niveau des maisons, de la maison, disons, tous les jours, nous avons peur même avec les vagabonds. Ils passent la nuit ici et nous avons tout le temps peur. Pourtant, ce ne sont pas des démarches qui manquent pour sensibiliser les autorités locales sur la nécessité de mettre fin à cette anarchie devenue la règle au niveau de ce boulevard. Nous avons une fois essayé de rencontrer M. le maire. Il nous avait promis quelque chose. Mais depuis lors, franchement, nous avons des problèmes. Mama Yassine, on a eu à discuter avec lui. On a eu aussi à discuter avec Albendoï. Mais malheureusement, c'est sans suite. Des fois, la mairie, à coups de millions, organise des opérations de désencombrement, mais un réel problème de suivi se pose. La ville organise toujours des désencombrements, mais le suivi reste. Il est temps maintenant de confier ça à des privés pour changer le système. Souvent, les employés qui sont au niveau de la municipalité, ce sont peut-être des engagements de quotas ou autres, ce qui fausse la donne. Nous avons tenté de joindre les autorités municipales par rapport à cette situation, mais après nous avoir donné leur parole, personne n'a voulu se prononcer. Religion, la 138e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye démarre à partir de ce lundi. Nos reporters se sont rendus à Yoff, un des sites qui abrite l'événement. Les familles sont prêtes à accueillir les nombreux fidèles du côté de la commission d'organisation. On est dans les derniers réglages. Reportage à Yoff, Aïssatou Païfal, Mohamed Dien. Un appel où tout le monde répond présent. Hommes et femmes à l'heure, les tâches partagées. Aïssatou Laye fait du nettoyage une priorité. Nous, femmes laïennes, sommes toujours prêtes pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons que cet endroit soit illuminé de propreté. C'est même une qualité citée dans le Saint-Coran. Depuis le début des préparatifs, nous veillons à la propreté du lieu saint. Nous, les femmes, devons aussi accueillir les invités, les loger et faire du mieux possible pour qu'ils ne manquent de rien. La diaspora aussi joue sa partition. Cela fait une semaine que je suis arrivé. Je viens de la Belgique. Nous sommes nombreux, nous qui vivons dans la diaspora. Nous essayons de tout uniformiser et de standardiser ce que la diaspora fait dans la communauté laïenne à l'approche de l'appel. Nous revenons tous au pays et nous contribuons positivement à cet événement et du point de vue physique, moral, et nous apportons notre expertise pour l'organisation du 138e appel. Sans oublier la commission qui se dit prête, la journée d'aujourd'hui consacrée à des échanges. Je fais partie de la communauté scientifique du 138e appel. Je me prépare pour une émission tout à l'heure. Tout ceci entre dans le cadre des préparatifs. Nous allons durant cette émission parler de l'œuvre de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, ensuite du thème central, Wassatiya. En même temps, nous parlerons aussi du temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. 138e appel de Seydina Limamoulaye, Yoff et environ s'apprête à accueillir fidèles et invités. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur la visite de la délégation du groupe Futur Média à Yoff auprès des autorités religieuses. Le groupe Futur Média, la délégation a été conduite par le directeur général Mamoudou Ibra Kane. Il a assuré aux autorités laïennes une couverture de l'événement qui, je le rappelle, démarre demain, comme vous le voyez sur ces images. Le groupe Futur Média a respecté donc la tradition en remettant également des dons aux autorités religieuses de Yoff. Nous y reviendrons. La communauté mouride célèbre également ce vendredi le Magal de Kazu Rajab. Il s'agit de la naissance du deuxième khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké. L'événement qui mobilise de nombreux fidèles à Touba. Nous y reviendrons également avec nos correspondants Mohamed Diop et Tala Samb.
Économie, le Sénégal a exporté plus de 100 000 tonnes de produits horticoles sur le marché de l'Union européenne. C'est ce qu'a fait savoir le ministre du Commerce, Alioune Sarr, présidé cet après-midi une rencontre de restitution d'une étude du projet Tradecom 2. Le ministre du Commerce a également ajouté que ce projet va permettre au Sénégal d'intensifier et de simplifier les procédures d'exportation. Fatidien et Mohamedien. Après 6 mois de travaux, le résumé des études présentées, des études qui concernent la pêche, le transport, la facilitation des échanges entre autres secteurs. Nous avons reçu des requêtes du gouvernement du Sénégal à travers le ministère du Commerce. Nous avons jugé que ces requêtes étaient extrêmement pertinentes pour le développement du commerce au Sénégal et nous les avons financées en permettant à un cabinet de recruter un certain nombre d'experts, 4 en l'occurrence. Alors le cœur de ce projet tournait autour de 4 points essentiellement. Les questions de pêche qui sont d'une importance capitale pour le Sénégal comme vous le savez, la question de la facilitation des échanges qui concerne la façon dont il faut faire passer les marchandises aux ports ou aux aéroports, les mesures de défense commerciale qui sont aussi un thème important parce que c'est cela qui peut permettre au Sénégal de se protéger dans un certain nombre de domaines comme on l'a vu dans le domaine avicole. Et aussi il y a la question des services avec tout ce qui concerne les services aériens. Pour les experts, les résultats sont satisfaisants. La mise en œuvre des conclusions attendues. Les résultats sont très satisfaisants parce qu'à la base, le gouvernement du Sénégal a fait une demande pertinente. Les sujets qui ont été abordés sont des sujets qui ont un impact particulier dans le développement du pays. Les experts ont été de très haute qualité. Le management du cabinet BKP a été excellent. C'est nous qui avons suivi le projet. Bon, moi, personnellement, en toute modestie, et les résultats sont très bien. Nous espérons seulement que le Sénégal va les mettre en œuvre et puis surtout s'inscrire dans une démarche de continuer la collaboration. Le ministre du Commerce salue le travail. Pour Alioune Sarr, le Sénégal a exporté cette année 100 000 tonnes de produits horticoles. Le Sénégal, durant ces dernières années, a exporté plus de 100 000 tonnes de produits horticoles. Plus de 100 000 tonnes. Alors qu'il y a quelques années, on était autour de 6 000, 7 000, 10 000. 100 000 tonnes de produits horticoles exportés principalement sur le marché de l'Union européenne. Il est évident donc que tout ce qui permet de simplifier les procédures d'exportation de ces produits améliore le pouvoir d'achat de nos producteurs et naturellement apporte une valeur ajoutée à l'économie. Certains produits que nous connaissons tous, comme la mangue sénégalaise, est passé de 6 000 tonnes à plus de 21 000 tonnes en l'espace entre 2013 et 2017. Le projet Tradecom 2, intitulé « Renforcement des capacités commerciales du Sénégal, facilitation des échanges, accès au marché et mesures de défense commerciale », a été lancé en octobre 2017 et s'achève en avril 2018. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la TFM.